Je vous souhaite tous la bienvenue à cette dernière session d'aujourd'hui, la session 13 sur la gouvernance des aquifères et le renforcement de la coopération. Cette session sera présidée par notre collègue qui a déjà présidé la dernière réunion. Merci pour cette présentation et merci à l'équipe de l'UNESCO d'avoir déployé tous ces efforts pour organiser cette belle conférence. Alors, je vais présider donc la dernière session d'aujourd'hui. Je dois dire que c'était une journée extrêmement complète et très intéressante. Je remercie les participants. S'ils ont encore un peu d'énergie, eh bien, ils pourront encore écouter nos sessions. Nous aurons une session avec 5 orateurs. Je demanderai à chacun des orateurs de s'en tenir à leur temps imparti de 15 minutes et je vous donnerai un signal. J'aimerais en effet que nous ayons un petit peu de temps à la fin pour les questions. Et j'invite les participants à soumettre leurs questions dans le chat et nous les lirons à la fin. Notre premier orateur pour cette session, c'est Gabriel Exton. Vous le connaissez probablement, il a été sur écran aujourd'hui. Donc, c'est le professeur à l'école du droit de l'Université du Texas. Il est aussi président de l'Association internationale de l'eau et donc, il va nous parler de la caractérisation des implications juridiques des aquifères transfrontaliers. Vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous voyez bien mes diapos? Très bien. Bien. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de parler des implications juridiques dans ces aquifères transfrontaliers. Nous avons parlé dans d'autres sessions de comment le droit s'applique. Et la question, c'est est-ce que, eh bien, quel est le droit qui doit s'appliquer justement? Et on va un tout petit peu plus loin pour voir quelles actions peuvent résulter s'il y a violation du droit. Et donc, quelle est la responsabilité donc pour les parties à un aquifère transfrontalier. Alors, on va regarder déjà cet aquifère. Vous avez une frontière internationale, vous voyez les eaux souterraines, vous voyez qu'il peut y avoir des connexions hydrologiques pour l'excédent d'eau. La question, c'est quelles circonstances eh bien, interviendraient en cas de responsabilité ou même de faute et quelles conséquences elle aurait pour les parties de chaque partie de la frontière, de chaque côté de la frontière. Alors, est-ce qu'il y a possibilité, donc évidemment, non seulement de rectifier la situation, de redresser la situation? En fait, quand on parle de responsabilité, ça va plus loin. Une responsabilité juridique, il faut donc exiger le respect de la loi parce qu'il y a eu violation, ou alors vous pouvez même eh bien, demander des dommages et intérêts. Et c'est là où on a donc un malentendu en ce qui concerne du droit qui doit s'appliquer. Et si cette loi ça s'applique, eh bien, qu'est-ce qui cause une violation du droit et quelles seraient les eh bien, sanctions éventuelles? C'est ce qui m'intéresse ici dans cette présentation. Alors, cette présentation est basée essentiellement sur la conduite des États, mais c'est aussi eh bien, basé sur les relations qui existent entre les États voisins au sujet de cet aquifère. Parce qu'il faut voir un petit peu les scénarios de cause et effet. Une action dans un État cause une réaction dans un autre État et quelles sont les conséquences, l'impact ou même les dégâts. Et ceci peut être différent en fait dans les différents scénarios.
et nous avons développé donc des scénarios il y a quelques années. Vous voyez que dans certains cas, eh bien, il y a un aquifère transfrontalier, mais parfois, eh bien, vous avez un aquifère qui est aussi connecté à un corps donc d'eau quelque part, un lac ou quelque chose d'autre. Et donc, cela peut donner des situations complètement différentes où vous avez un dégât ou du moins les conséquences qui apparaissent ou un impact qui apparaît sur un État riverain ou voisin. Et donc la question, ça ne suffit pas de voir quelle est l'action, mais de quand circonstance l'action a eu lieu et donc comment comment se goupille la géologie, l'hydrogéologie, et qui donc nous donne des éléments sur les responsabilités. Donc, je voudrais très brièvement parler de ce que j'ai dit au départ, hein, on en a déjà parlé, euh, quel est le droit qui s'applique. Et dans le cadre de du droit international, nous n'avons pas réellement un corps du droit international qui va s'appliquer strictement et clairement aux aquifères transfrontaliers. En fait, il y a de façon générale une obligation de coopérer et ceci est important et ça se voit pas simplement dans les situations donc transfrontalières, mais dans toutes les circonstances. Donc, il y a une règle de conduite pour les ressources transfrontalières. Et au-delà de cela, tout ce que l'on peut dire, c'est que il y a encore donc des droits qui ne sont pas totalement définis. Par exemple, est-ce qu'on considère que l'utilisation a été équitable et raisonable, donc il n'y a pas eu de dégâts importants pour qu'un voisin donc d'aquifère puisse utiliser et bénéficier des eaux souterraines d'un aquifère qui se trouve sous son territoire. Donc, si vous eh bien, ne respectez pas ces pratiques, eh bien, vous devez eh bien, assumer les conséquences. Alors, donc, bon, quelle est l'utilisation et donc, si vous avez un problème là au niveau donc si vous interférez avec les droits équivalents d'un autre pays riverain, l'empêchant ainsi de bénéficier de la jouissance des eaux souterraines. Excusez-moi de vous interrompre. Il semble y avoir de la musique dans en bruit de fond. Oui, bah oui, c'est ma fille. Elle est dans l'autre fille, elle pleure. Je ne suis pas sûre que je vais essayer je vais essayer de parler dans le micro, mais ça ne change rien au son. Alors, donc, les droits, les responsabilités procédurales. Alors, on a un peu plus de précision donc, en ce qui concerne le droit procédural. Il y a déjà eu des accords en place donc pour des situations transfrontalières, mais on voit quelques tendances, donc par exemple pour l'échange régulier d'informations et de données, le besoin de réellement suivre les aquifères et de prendre de noter au préalable et d'informer les pays riverains des mesures planifiées, et puis la création donc aussi d'un certain nombre de mécanismes institutionnels. Alors, on comprend un petit peu mieux les obligations, et là, on peut à ce moment-là parler de la responsabilité. En tout cas, quoi qu'il arrive, s'il y a un impact d'une partie sur l'autre, eh bien, il ne faut pas que ça soit des minimis. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot dans ce contexte, mais ça peut être matériel, appréciable. On parle d'impact, même pas de dégâts, mais il ne peut pas être insignifiant. Il faut que ça soit un effet significatif, hein, donc de l'autre côté de la frontière. Donc, il faut aussi qu'il affecte donc la direction du flux naturel
le volume, la qualité des eaux souterraines. Il doit y avoir, comme je peux donner comme exemple d'action, hein, qui pourrait eh bien, avoir ce genre d'impact, eh ben, c'est l'extraction des eaux souterraines. C'est le plus évident. Vous pouvez avoir un pompage, par exemple, d'un côté de la frontière et vous avez une dépression qui, eh bien, ensuite a des conséquences pour le pays voisin et cela nécessairement a un impact, mais il faut que cet impact ne soit pas de minimis, mais qu'il soit significatif. Et puis ensuite, l'injection eh bien, de liquide ou de gaz dans la formation. Vous pouvez enfouir des déchets au sein de la formation. Vous pouvez aussi eh bien, avoir une diminution ou un accroissement de recharge naturelle dans l'aquifère et la contamination eh bien, peuvent entraîner évidemment de la pollution. Vous pouvez avoir l'impact au niveau de l'aquifère à partir du moment où vous prélevez quelque chose ou vous ajoutez quelque chose dans l'aquifère. Et donc, même chose avec eh bien, l'impact donc, des déchets. Hein, ça peut entraîner une pollution. Et on n'y pense pas souvent, mais quand vous faites des extractions dans la matrice de l'aquifère, cela peut avoir des conséquences importantes et notamment eh bien, perturber le fonctionnement de l'aquifère et donc que cela ait un impact dans le pays voisin. Alors, bon, si l'on parle de dommages, eh bien, il faut penser à des recours. Donc, les violations matérielles à ce moment-là, eh bien, donc, si vous n'avez pas notifié une action, etc., eh bien, le recours veut dire que l'autre partie est obligée de eh bien, s'exécuter. Et puis, il peut y avoir aussi des dommages ou une réparation de demander. Alors ici, on a différentes exemples de ces scénarios où là, vous avez donc des conséquences transfrontalières. Vous avez par exemple ici une extraction, donc vous pouvez voir que les effets peuvent avoir un impact potentiel de l'autre côté de la frontière. Et donc, vous prenez de l'avion de l'État A, eh bien, est-ce que l'impact sur l'État B va être substantiel ou pas? Et si c'est de minimis, alors ça ne compte pas, mais c'est le cas du pompage. Impact peut-être le pompage, mais aussi l'extraction, l'injection, donc ça peut être le fait que finalement, l'État ne se conforme pas aux obligations. Alors maintenant, là, on a besoin, comme deuxième exemple, on a besoin de savoir quel est le format, la relation en fait à l'aquifère. Si vous mettez par exemple un puits, eh bien cette dépression va eh bien, aller vers la rivière, le fleuve, et peut déjà sécher l'eau, non seulement de l'aquifère, mais aussi du fleuve. Et donc, cela peut avoir des conséquences substantielles. Maintenant, si vous pompez suffisamment dans cet état A, eh bien, cela peut inverser la relation entre l'aquifère et le fleuve, et cela peut avoir des influences. Donc, vous voyez, dans cette région qui est entourée par un cercle rouge, et ceci, eh bien, a des conséquences parce que l'état B perd une partie de l'eau qui est dans la rivière ou dans le fleuve et qui ne va pas dans l'état A, mais aussi vous avez donc le cercle qui s'élargit vers l'état B, et donc là, il peut y avoir là aussi des conséquences. Et donc, on peut à ce moment-là demander et faire un recours et demander donc une réparation. Alors, vous avez aussi des aquifères qui ne se réalimentent pas, donc plus que 2 minutes. Et si la situation, si vous mettez un pompage ou un puits là, c'est pas totalement pareil parce que le flux sera créé par la pompe.
Donc c'est un scénario légèrement différent que dans les autres exemples. Parce qu'à nouveau, les circonstances, et l'environnement sont très importants. Alors, dernière diapo, c'est aussi les facteurs qui permettent d'évaluer les implications juridiques d'une situation transfrontalière. On a parlé donc de pompage des eaux souterraines et l'impact que cela peut avoir. Ça peut être une relation qui finalement permet de perdre un influent ou gagner un effluent. Il faut tenir compte du processus de réalimentation de l'aquifère et il y a aussi le processus de réalimentation et de prélèvement de l'aquifère, les taux, la localisation géographique. Tout cela, il faut tenir compte de la pression, de la direction du flux des eaux souterraines, etc. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'aller au-delà de voir ce qui est vraiment le droit. Il faut regarder quelles sont les conséquences potentielles d'une violation de ces règles et les complications et implications juridiques. Merci Gabriel, merci pour cette présentation très éclairante. Alors, je vais donc proposer aux participants d'écrire leurs questions dans le chat. Et maintenant, je vais donner la parole à Catherine Tinker, donc professeure à l'université de Seton à New Jersey, et vous allez parler de la gouvernance de l'aquifère Garani, créer une commission. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur d'être ici avec ce groupe merveilleux d'invités et tous les participants. Merci aux organisations, au comité d'organisation. Je pourrais passer beaucoup de temps à réagir. Les commentaires très provocateurs de Gabriel, la responsabilité, c'est intéressant. C'est ce que la commission internationale de droit s'est battue pendant des années. Et je dois dire qu'il faut penser à des questions comme la responsabilité des États pour ne pas avoir agi en fonction du droit international. On voit des exemples où la souveraineté a été endommagée, a été blessée du fait un certain nombre de cas. Par exemple, on peut obliger les États à coopérer, à travailler ensemble pour réparer les conséquences. On a un certain nombre de précédents dans le droit international. Il y a eu un arbitrage dans le cas du Windborough Warrior où il y a eu donc un État endommagé du fait de l'acte d'un autre État, et il y a eu des dommages qui ont été décidés. Donc, je crois qu'on pourrait tout à fait se mettre sur la longueur d'onde de tout dommage qui a été commis ou perpétré par un État contre un autre. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, il faut que les dégâts soient significatifs, mais enfin, il faut, donc ça c'est une reconnaissance que tout peut arriver et qu'il y a bien des précédents et des règles. C'est-à-dire que si un dégât était causé, eh bien, il faut qu'il soit bien diminué ou réparé. Alors, maintenant, voilà, je vais mettre mes diapos. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Oui, oui, on voit très bien. Presentation mode. Ah, there we go. Ah non, voilà, très bien. Donc, je vais vous parler d'un accord qui s'est mis en place et qui a signé en 2010, qui a rectifié par toutes les parties et qui est entré en vigueur le 26 novembre 2020, 4 parties, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay. Et l'idée, c'est donc la coopération et la prévention de tout dégât entre ces 3 États et avec essentiellement une utilisation équitable, durable, raisonnable et multiple. Et ce traité
donc demande qu'il y ait partage d'informations, aussi bien techniques, et il y a l'obligation pour les États de participer à la notification, consultation, négociation et médiation pour permettre une transparence et éviter les conflits. Donc, j'ai certains des articles du traité sur l'écran au cas où vous soyez intéressés. Et Article 4 pour les usages qui sont mentionnés ici, avec préjudice significatif, etc., etc., et la reconnaissance de la souveraineté dont je parlerai dans un instant. En outre, les mécanismes institutionnels, c'est quelque chose que j'aborderai également. Ce matin, nous avons une discussion passionnante concernant les projets d'articles sur les aquifères transfrontaliers et la souveraineté, et je suis d'accord avec ma co-panéliste Pilar Villar qui va me suivre, que dans la région, la souveraineté, ça a du sens, c'est justifié dans cette région de l'Amérique du Sud et peut-être en fait partout en tant que condition de la diplomatie. Par rapport à des accords que peuvent adopter les États, quel est le rôle, quelle est l'importance, et on verra donc ce qu'il en est exactement par rapport à l'aquifère du Guarani. L'eau crée et ses usages créent des stress hydriques et sur les peuples qui en dépendent. Il faut renforcer la coopération. Les mesures d'adaptation au changement climatique sont censées être les aquifères, stockage et sources d'eau. Et dans la région, la fonte des glaces dans les Andes, les sécheresses, les inondations sont prévues dans plusieurs scénarios climatiques pour la région. Donc, là, faire en sorte que ceci fonctionne est d'une importance cruciale. Alors, j'ai commencé à compter quels sont les prérequis. La volonté politique, le texte de l'accord a été ratifié depuis 2010. Il y a un an que ça a été ratifié. Évidemment, il y a d'autres défis qui s'opposent pour les gouvernements avec la Covid, mais il faut que ce soit pleinement mis en œuvre. Il faut que la Commission se réunisse et que des actions soient mises en route. J'en parlerai. Cette perception du besoin, de l'importance du besoin, est-ce que les États sont pleinement conscients ou pas de à quel point cet accord est bénéfique et c'est dans l'intérêt des pays? L'opinion publique, exercer de la pression sur les États pour qu'ils agissent, c'est important et ça peut s'accroître. On l'a vu par rapport au changement climatique, la perte de la biodiversité et d'autres. Ça a un impact sur les politiques et les priorités des gouvernements et pourrait entraîner un niveau supérieur de protection si les écosystèmes et les services qu'ils rendent sont reconnus dans ce contexte. Et cela doit devenir un sujet très important dans tous les accords bilatéraux, internationaux, etc. Notamment puisque nous sommes en train de mettre au point une nouvelle loi. Le paiement, enfin, comment on va payer pour la gouvernance et la gestion d'un aquifère transfrontalier. Et c'est quelque chose qui, évidemment, va renvoyer à la volonté politique, aux politiques, aux priorités des gouvernements. Jusqu'où sont-ils prêts à payer? Au titre de l'article 15 qui crée une commission, quel est le rôle qui va être celui de la Commission? Est-ce que ce sera quelque chose de similaire à ce qu'on a avec une COP? On verra. Mais il n'y a que 4 États qui sont concernés. Et pour l'instant, cela se gère au niveau des ministères des Affaires étrangères. Et c'est ce qui est probable que ça continue comme ça. Soutenir les objectifs de l'accord sur l'aquifère Guarani, j'en ai parlé tout à l'heure. Et tout d'abord, la Commission donc doit se réunir, adopter ses propres procédures. Il faut une sorte de livre de règles
de règlement pour cet accord sur l'aquifère Guarani. Qui va participer à ces réunions? Où vont-elles avoir lieu? Créer un secrétariat? Tout cela, le niveau de participation, est-ce que ce sont juste des représentants des États? Est-ce que toutes les parties prenantes pourront être représentées? Est-ce qu'il y aura la transparence nécessaire dans l'élaboration des documents, dans les procès-verbaux, etc. Est-ce que cela impliquera la société civile, le secteur privé, des représentants des consommateurs et des utilisateurs ou usagers de l'eau? Une chose qui est par contre précisée dans le traité, c'est que la Commission, si elle est saisie par un État qui n'arrive pas à régler des conflits bilatéralement ou autres, eh bien, ces États peuvent demander à la Commission de mener une enquête et peut-être d'émettre des recommandations. L'implication de cela serait que à toutes les étapes, le niveau de communication et d'échange devrait avoir ou faire ce que représente l'ICG pour que permettre aux États de se réunir et de travailler ensemble et de trouver des solutions. Il y a une disposition dans le traité concernant un protocole futur possible sur les questions d'arbitrage, mais si les autres procédures sont suivies, on n'aurait peut-être pas besoin d'en arriver là, mais le cas échéant, cette procédure existe, cette disposition existe. Et il y a évidemment toujours la possibilité d'avoir recours au contentieux, mais au vu des recours qui sont disponibles ici, j'ai l'impression que l'accord sur l'aquifère Guarani est suffisant pour que l'on n'ait pas à entrer dans un scénario de type contentieux. Alors, l'avenir, la Commission devrait se réunir, adopter son livre des règles, son secrétariat, définir son mandat, et elle pourrait également être proactive dans la protection de l'aquifère au niveau écologique, social et économique, et trouver le bon équilibre pour tous les protagonistes. Dernier cliché, comment la Commission pourrait-elle contribuer au développement de l'aquifère? Alors, quels sont les mécanismes de gouvernance possibles et les modalités? Il y en a 4. Fonction administrative, fonction de coopération, fonction d'action, fonction de création. Est-ce que ça peut être simultanément? Non, je pense que ce serait plutôt séquentiel, à la suite l'un de l'autre. Tout d'abord, la fonction administrative, on organise les réunions, on traduit les textes, etc. La fonction de coopération pourrait intervenir assez tôt en amont pour partager des informations, des meilleures pratiques sur tous les sujets, avec des contacts auprès des sociétés d'experts, l'ONU, l'UNESCO, évidemment, le PHI en ferait partie. Partager des informations, les meilleures pratiques et éviter les doublons, partager l'expertise dans les questions scientifiques, techniques, juridiques et de gouvernance de l'eau. La fonction active ou fonction action est essentielle. C'est pour moi l'essentiel du traité. C'est le partage d'abord le recueil d'informations, ensuite le partage d'informations scientifiques et techniques, juridiques, l'organisation de consultations entre experts, des recherches, etc. Et enfin, et ça, cette partie n'est pas claire dans le traité ou n'est pas explicite, mais la fonction de création, concevoir des matériaux pédagogiques, des programmes pour les usagers de l'eau, les parties prenantes, les enseignants, la formation professionnelle, on en a déjà parlé cette semaine. Et puis, il faut se demander qu'est-ce qui suivrait ensuite, peut-être d'autres options, d'autres modèles, quels seraient les défis qu'on peut envisager ensuite. Donc,
en matière de gouvernance, si la Commission le souhaite et si les États le souhaitent également, on pourrait créer un organe scientifique et technique. Ça existe ailleurs. Et la Convention sur la biodiversité, là, par exemple. Oui, je vous coupe la parole après ça. Merci. Donc, c'est juste une suggestion. Et donc, enfin, je vais parler du développement progressif du droit international. Le premier point, c'est ma recommandation la plus importante. Les zones transfrontières critiques de l'aquifère du Guarani devraient être désignées comme zones protégées avec une gestion conjointe, un suivi conjoint. Et ça pourrait se faire par rapport à la reconnaissance de la souveraineté nationale, car notamment pour les zones les plus exposées, fragiles et mises à mal par la pollution. Et ça pourrait être donc des accords avec deux États de part et d'autre de la frontière qui se mettraient d'accord pour une gestion commune. Dans le cadre du traité, ça devrait être possible. Autre approche, droits humains, cela devrait s'appliquer ici aussi. Droits humains à l'eau douce, c'est reconnu par l'Assemblée générale de l'ONU et la Commission des droits humains également vient de reconnaître le droit à un environnement sûr. Les droits de la nature également interviennent, les droits des générations futures. Ensuite, l'harmonisation des textes juridiques et le développement de principes émergents ou normes en matière de loi sur les nappes phréatiques et la politique basée sur la science, la mise en œuvre de tous ces aspects au niveau régional ou international, la transparence et la coopération. Merci infiniment. Merci Catherine de votre présentation et d'avoir évoqué les scénarios. Maintenant que le traité est en vigueur, eh bien, on se tourne tous vers l'avenir pour voir ce qui va se passer. Pilar va intervenir. Elle va nous parler de l'accord sur l'aquifère du Guarani, ce à quoi il faut s'attendre. Pilar est professeure à l'Université fédérale de Sao Paulo. Pilar, vous avez la parole. Merci. Je vais partager mon écran. Vous voyez? Merci. Merci tout d'abord de cette occasion que vous m'offrez. C'est un plaisir et un honneur de participer à cette table ronde. Toutes mes références à mon doctorat sont ici, donc merci de me permettre de les citer. Mon objectif, c'est de voir comment l'entrée en vigueur de l'accord sur le Guarani peut jouer sur la gouvernance de la région. Alors, ceci, tout d'abord, je pense que vous connaissez, vous le voyez souvent, mais je vous demande de regarder cette image avec un œil nouveau. Chaque aquifère, tout d'abord, il faut dire, est unique et pas forcément uniforme en termes de structure. Gabriel a montré tous les modèles et on s'imagine qu'un aquifère se présente sous forme de structure très, très précise, mais ce n'est pas vraiment ça, vrai. En tout cas, pas s'agissant du Guarani. L'aquifère du Guarani, c'est une structure très hétérogène. Les modèles que vous a présentés Gabriel, eh bien, on a toutes ces situations qui se retrouvent dans le Guarani. Vous voyez plusieurs couleurs ici sur cette carte. C'est une division qui a été faite par Foster et d'autres en 2009, suite au projet donc Guarani. Il a défini le Guarani comme étant 5 régions qui présenteraient des caractéristiques hydrogéologiques similaires. Donc 5 régions qui présentent les mêmes caractères sur le plan hydrogéologique. Ici, en bleu foncé,
pas de recharge. En bleu clair, recharge, mais avec du basalte fragmenté, des zones confinées intermédiaires, gris clair. Zone confinée ici, c'est le gris foncé. Et enfin, les lignes verticales, c'est notamment ce qui concerne les eaux salines. Donc, vous avez dans un seul et même aquifère 5 types d'aquifères. Et les propriétés de l'eau varient énormément selon les endroits. Par endroit, vous avez des eaux qui sont rechargeables, qui peuvent être réalimentées, mais d'autres non. Pour certaines, c'était il y a longtemps, il y a 100 ans. Donc, lorsqu'on parle de coopération, et c'est la raison pour laquelle je dis que la coopération, c'est l'essentiel en matière d'aquifères transfrontaliers, c'est parce que les États vont devoir créer ces modèles que Gabriel nous a montré et ensuite mettre en place des modes de gestion. Donc, il y a des approches différentes, des situations différentes selon les zones du Guarani. Donc, il peut y avoir un accord générique, mais il n'est pas encore opérationnel. Donc, pour reprendre ce que disait Catherine, la Commission va devoir relever un grand défi, c'est-à-dire trouver une solution pour ces situations si différentes en matière de gestion. Les caractéristiques transfrontalières de cet aquifère sont très, très délimitées, par exemple, et c'est juste à la frontière. Donc, c'est une question qui se pose. Tout flux est un flux transfrontalier. C'est quelque chose qui doit être géré, réglé par les États. Pourquoi? Parce que ce qui se passe ici, en plein milieu du Brésil, n'aura pas d'impact sur le Paraguay, l'Argentine ou l'Uruguay. Mais ce qui se passe ici au sud, au Pedrafonta Caballero, par exemple, également, ça peut avoir un impact. Donc, dans cette zone, il faut considérer que oui, il y a des eaux transfrontalières, mais quels sont les points chauds, en quelque sorte, de cette zone? Et c'est ce qu'on a fait avec les données hydrogéologiques. La façon, on ne peut pas restreindre la façon dont l'eau est utilisée. Et dans ce contexte, quelqu'un a laissé son micro branché. Merci de bien vouloir le couper. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Les pays doivent commencer à définir donc ces points chauds, ces points de tension sur lesquels ils vont agir. Alors, quels sont les scénarios prévus par l'accord? Moi, j'étais très optimiste au début. En 2010, comme tout un chacun, pour beaucoup de raisons, au moment de la signature de l'accord en 2010. Donc, c'était le premier accord spécifique d'aquifères en Amérique du Sud, un exemple de diplomatie préventive. Premier accord à citer une résolution des Nations Unies qui inclut le grand principe du droit international de la mer, qui représente la continuité du processus de coopération. Mais que s'est-il passé? Moi, je pensais que le projet Guarani constituerait un exemple pour la région, pour d'autres accords à venir. Et que je pensais que ce serait un exemple qui propulserait la question des eaux souterraines au premier plan. Non, ce n'est pas ça qui s'est produit parce que l'accord en tant que tel a fait monter le sujet en importance auprès des universitaires, mais il n'y a pas eu de mouvement pour organiser d'autres accords de ce type, d'autres accords comme en Amazonie ou
à l'intérieur de pays, pas forcément transfrontaliers, des aquifères nationaux, par exemple à Taïwan. Donc, que s'est-il passé? Bien, c'est enclenché un long processus qui nous a mené à l'entrée en vigueur et qui n'est pas vraiment clos, n'est pas vraiment terminé. Alors, l'historique. Eh bien, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay qui ont été rapides et qui ont ratifié rapidement, qui ont déposé leurs instruments de ratification. Le Brésil, lui, a traîné un petit peu et n'a ratifié que 2017. En fait, il a publié l'accord, il a promulgué un décret présidentiel. Et puis, il y a le Paraguay qui d'abord a rejeté l'accord, puis l'a ratifié en 2018, mais n'a pas déposé les instruments de ratification. Donc, il y a des experts qui disent que non, l'accord n'est pas entré en vigueur parce que le Paraguay a déposé des instruments de ratification et ça a été fait uniquement en octobre 2020. Il est vrai que l'accord est entré en vigueur le 26 novembre, mais l'État dépositaire doit publier l'accord. Et dans l'occurrence, c'est le Brésil. Et donc, cela va sans doute passer par un décret présidentiel qui sera ensuite publié au journal officiel pour que ce soit public. Mais cela n'a pas eu lieu. Alors, certes, c'est une formalité, ça n'a pas d'impact sur la valeur de l'accord, mais ça a une implication en termes de coopération. Et j'aimerais revenir à ce qui a été dit par Catherine concernant la volonté politique. Si le pays dépositaire ne fait que signer l'accord et dit que l'accord est entré en vigueur, mais sans signer un décret présidentiel, alors on ne peut avancer et remplir les différentes conditions de l'accord. Alors ici, vous avez les éléments clés de cet accord. Catherine en a parlé également. Je souhaitais ici parler plus spécifiquement du champ d'application. Il s'agit des eaux des ressources en eau transfrontalières. Alors, on a beaucoup parlé de la souveraineté, on en a déjà beaucoup parlé, mais j'aimerais parler de cette ressource en eau transfrontalière. Alors, c'est ça l'objectif premier de la Convention. Quelles sont les ressources en eau transfrontalières de l'aquifère de Guarani? Il faut les définir parce qu'on sait que l'aquifère n'est pas en soi une ressource transfrontalière. L'aquifère en lui-même, oui, mais pas les eaux. Et donc, il faut délimiter la zone où les eaux sont réellement transfrontières. Ensuite, il y a les règles de substance sur le fond et les principes ensuite généraux de droit international de l'eau. Ensuite, la question de la souveraineté selon les zones de l'aquifère, la question de l'obligation d'éviter tout préjudice environnemental. On a également mentionné les principes généraux du droit international. Il y a les règles de procédure consolidées du droit international de l'eau, l'échange d'informations techniques, les études, les activités, obligation de déclarer et échanger des données. Mais il y a 2 points qui me semblent vraiment essentiels. Les programmes de coopération pour diffuser les connaissances scientifiques et techniques et l'identification des zones critiques. Ce sont pour moi les 2 points les plus importants dans cet accord. L'aquifère de Guarani, ce n'est pas un aquifère qui est surexploité. En fait, l'utilisation du Guarani dans les zones transfrontalières est assez raisonnable. L'utilisation pourrait être plus intense encore. Il y a quelques points chauds, mais nous ne sommes pas dans la situation d'autres aquifères qui sont surexploités. Ensuite, il y a les mécanismes institutionnels. Donc,
commission dont a parlé Catherine, mais cette commission n'a pas été créée finalement. Et puis, il y a la question du règlement des litiges, donc au travers de négociations directes et une procédure d'arbitrage qui n'a pas encore été mise en place. Il vous reste 2 minutes. Donc, au cours des 11 ans après la création de cet accord, alors le CEREGAS a été créé par l'Uruguay suite au retard pris en termes de ratification et entrée en vigueur de la Convention et avec le soutien de l'UNESCO. Ensuite, il y a l'approbation du projet Fonds pour l'environnement mondial. Et ensuite, il y a l'entrée en vigueur de l'accord en 2020, mais sans que les étapes formelles aient été accomplies par l'État dépositaire. Et donc, il n'y a aucune mobilisation pour la mise en œuvre de la Commission pour la gestion de cette ressource, aucune mobilisation pour passer par les étapes formelles. Et donc, l'accord existe, mais la coopération stagne aujourd'hui et le manque de décret présidentiel du Brésil confirme la stagnation et pour l'instant, l'accord n'est qu'un morceau de papier qui ne fait que promouvoir l'étude de cet aquifère, mais la Commission pourrait, s'il est bien établi, contribuer à une meilleure gestion de ces ressources, à moins que ce ne soit une commission fantoche qui ne sache quel est son mandat réel, ce qui se passe déjà pour les autres surfaces. Mais quels sont les points positifs? Et si l'accord de siège est décidé par les pays pour accueillir la commission au sein du CEREGAS, eh bien, c'est déjà un centre pour les eaux souterraines, donc cela pourrait être une bonne idée. La mise en place du projet du FEM pourrait créer un environnement plus favorable à la mise en œuvre de l'accord si ce projet crée un sens d'urgence qui pourrait mobiliser à la fois les pouvoirs publics et la population, parce que si c'est uniquement vu comme un accord technique, alors il n'y a pas cette idée d'urgence et on dépend de projets externes pour motiver la coopération transfrontalière. La coopération, comme on le sait, c'est presque une règle de la nature. Eh bien, la coopération a tendance à ne pas survivre à l'injection de fonds internationaux. Or, il faut le faire. Donc voilà, il s'agit de mon fils qui fait des activités d'extraction minière dans la zone de déversement du Guarani. Merci beaucoup pour cette vision très exhaustive de l'accord de Guarani et où nous en sommes. Mais on voit que vous avez encore un peu d'espoir pour l'avenir. Ce n'est pas un tableau tout noir. Je passe maintenant la parole à René Gomez Garcia Palau, qui nous vient de la Banque de développement d'Amérique latine et des Caraïbes, la CAF. Il est en charge de l'unité verte. Il va nous parler de la contribution de la Banque de développement en tant que banque régionale de développement à la gestion intégrée des systèmes d'eau souterraine transfrontière. Merci beaucoup et j'aimerais remercier l'UNESCO de m'avoir invité à cette conférence de grande importance. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que la CAF, c'est la Banque de développement régionale d'Amérique latine et des Caraïbes,
qui répondent donc à la spécificité de la région au travers d'activités qui ont pour objectif de promouvoir, renforcer et soutenir la coopération entre les États membres et donner l'accès universel à des services dans les domaines de la santé, de l'eau et l'assainissement, ce qui requiert plus de connaissances techniques et scientifiques sur l'eau et ses services et les structures économiques, sociales et politiques nécessaires pour soutenir la gouvernance de l'eau. Alors, le titre même de cette présentation est un défi en soi-même. La collaboration, ça peut sembler simple, mais finalement, c'est assez complexe. Et donc, j'aimerais donc présenter mes commentaires dans le cadre du projet du plan d'action pour l'aquifère du Guarani. Alors, la CAF a été sélectionnée par les pays riverains, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay et le cône sud de l'Amérique latine en tant que organisation de mise en œuvre du projet financé par le Fonds de l'environnement mondial. Nous avons signé un accord avec l'UNESCO en tant qu'agence de mise en œuvre pour renforcer la gouvernance de l'aquifère de Guarani et mettre en œuvre ce projet. Ce travail collaboratif et ce partage d'objectifs communs a été rendu possible grâce à un certain nombre de facteurs interdépendants. Tout d'abord, des avancées dans les connaissances scientifiques par les universités nationales, la compréhension de son interdépendance régionale, la volonté politique des autorités locales et la coopération technique et financière. Ces facteurs ont permis de mettre en place ce projet pour protéger et encourager l'utilisation durable des ressources de l'aquifère de Guarani. Alors, le réseau, le lien entre la réalimentation, le versement à les eaux de surface, sa compréhension et la protection de ce système se fait avec le soutien de notre banque régionale. Les collègues qui m'ont précédé l'ont expliqué, cet effort régional a créé un sentiment de confiance dans les différents pays et a jeté les bases de l'accord pour l'aquifère de Guarani qui a été mentionné. Chaque gouvernement de chaque État a donc mis en place un cadre juridique permettant la mise en œuvre de cet accord qui est essentiel pour la gouvernance de cet aquifère, accord qui a été ratifié, ce que vous savez sans doute mieux que moi. Alors, permettez-moi de souligner que les différentes étapes importantes de ces dernières années. Ce travail collaboratif au cours des 20 dernières années, à minima, a eu des résultats d'une grande importance et on peut en témoigner aujourd'hui. Le plan d'action stratégique, par exemple, est vraiment une avancée majeure. Et donc, ça a également permis le processus qui a mené à cet accord. Donc, une approche scientifique et coordonnée de gestion de ces ressources en eau souterraine est essentielle pour le développement économique et social de la région. Le plan, l'importance stratégique de cette action se fait sentir plus que jamais. C'est important pour l'aquifère en lui-même, mais c'est également une grande avancée pour la région qui ainsi partage
ses connaissances et son expérience qui peut être utile pour les 17 aquifères de la région. En tant que ressources protégées, au travers de la promotion d'une utilisation raisonnable et durable, eh bien, aujourd'hui, toute utilisation de la ressource va se faire dans le cadre d'une activité ou d'un programme lié à cet accord et les activités avec un impact transfrontalier potentiel doivent appliquer le principe de l'utilisation durable. Nous savons que les usages sont multiples et il s'agit de prévenir les conflits. Et évidemment, c'est essentiel entre les utilisateurs de cet aquifère et cela est prévu dans le plan d'action et à la CAF. Nous trouvons que ce plan d'action est précieux. C'est vraiment une référence en la matière et un exemple pour la région. Je pense qu'il faut également mettre en lumière les résultats positifs dont on peut se féliciter. Au-delà de données géomécaniques et géophysiques que nous avons déjà collectées, je pense que les avancées cohérentes d'un point de vue législatif dans les pays qui ont soutenu le processus pour la mise en place de cet accord tout en respectant la souveraineté des 4 pays a été essentiel. Des liens entre l'État, le corps scientifique et universitaire a été mis en place à cette occasion et le plan d'action stratégique sur lequel les pays sont mis d'accord a montré la forte volonté de coopération entre les 4 pays et leurs institutions. Alors, quand on regarde ce qu'il s'est passé, on peut évidemment voir les choses de différents angles, soit d'un angle positif et optimiste. Et vous savez que dans les principes même de notre banque, eh bien, se trouve l'intégration régionale. Et l'aquifère de Guarani est évidemment en plein cœur du mandat de la CAF. Et ensuite, il y a le développement durable, la promotion du développement durable au sein des différents pays et l'intégration de cette dimension dans toutes les activités de la CAF dans la région. Donc, ce type d'activités qui permettent de mieux utiliser de façon plus durable, dans ce cas d'une ressource particulièrement stratégique, les eaux souterraines, alors c'est d'une importance clé pour nous. Et la CAF joue un rôle clé qui est celui de consolider les différents mécanismes se basant sur la connaissance intégrée de l'aquifère. Et comme c'est le cas pour tout l'accord sur le Guarani, répondent à cet objectif. Et c'est la raison pour laquelle notre banque cherche à coopérer et de financer des projets et mener à bien ces projets qui répondent bien aux priorités nationales et locales. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Palau, pour votre présentation et donc sur l'intervention des banques dans les versants, donc dans ces
activités d'aquifères. Je voudrais rappeler aux participants d'écrire leurs questions dans la chat. Nous allons maintenant passer à la dernière présentation qui vont être faites par Giulio Taddeo, et ça sera sous la forme d'une vidéo. C'est donc un consultant en eau et nous avons donc écouté sa vidéo. Donc, est-ce que l'équipe technique pourrait, s'il vous plaît, passer les vidéos? This presentation is an update with introduction of new information and clarification related to a poster presented by the authors during the SARM 2010 conference. I will summarize the detailed PowerPoint presentation in order to comply. Les résultats de cette conférence donc, dans mes vidéos. Je voudrais dire que tout est écrit, ce que je vais écrire sur cette diapositive. Alors, la plupart du temps, les instruments juridiques pour réglementer et promouvoir l'utilisation durable de l'eau, mais il y a néanmoins une différence considérable dans le montant de ceux qui se portent sur les aquifères et du nombre d'instruments qui portent sur les surfaces, l'eau de surface. Il y a beaucoup de causes. Elles sont d'ordre technique, économique, juridique, politique. Elles influencent la mise en œuvre des accords. Et peut-être que la cause fondamentale des difficultés serait le manque réellement d'informations systématiques et fiables sur les aquifères. Et donc, la quantité d'informations nécessaires pour gérer un système d'aquifères est considérable, diverse et très chère et prend beaucoup de temps à obtenir, en particulier donc, quand l'aquifère est très grand. Et la gestion donc, de ces aquifères est en général liée pour identifier et directement liée à l'identification exacte des interventions dans l'utilisation des eaux souterraines d'un pays et ont en général des effets transfrontières sur les autres pays. Et si c'est le cas, eh bien, il faudrait savoir combien cela, combien cela des fois arrive et combien cela prend de temps pour arriver. Alors, il serait assez logique et raisonnable de se dire qu'un consensus sur la mise en œuvre des actions stratégiques concernant les aquifères, y compris les instruments juridiques, ont tendance à être, disons, plus efficace, faisable dans les petites régions, en particulier lorsque les zones plus pertinentes sont considérées. Alors, la méthodologie vise à établir donc une bande de terre sur les frontières des pays où les acteurs transfrontaliers ont plus de chances d'arriver et dans lesquels une gouvernance efficace et un mécanisme de gestion peut être établi. Alors, la méthodologie, eh bien, les premières étapes est d'estimer quel est le point le plus loin de la frontière commune et qui va définir la largeur de la bande de terre. Et puis, lorsque l'aquifère est localisé dans plus de pays, eh bien, les caractéristiques hydrogéologiques sont différentes. Et la méthodologie devrait être à ce moment-là appliquée à chaque paire de pays. Et donc, il va falloir aussi regarder le côté lithologie qui constitue l'aquifère. L'information permettant d'identifier la lithologie, le type de rocher est généralement disponible dans la littérature. Alors, deuxièmement, eh bien, vous avez la conductivité qui existe, c'est-à-dire le SMK, qui doit être défini par les valeurs de conductivité hydraulique respectives. Et il y a des données consolidées spécifiques avec une variabilité du cas et qui configure la totalité de la zone en question. Et donc, il faut, lorsqu'il y a une variabilité significative des données de la région frontière,
eh bien, les données avec la conductivité la plus élevée doivent être sélectionnées. Et si un des pays n'a pas les données K obtenues pour des observations spécifiques, eh bien, les valeurs qui doivent être adoptées doivent être recherchées dans la littérature technique. Dans le cas où la longueur de cette bande est importante et contient donc un certain nombre de différentes valeurs de K, eh bien, il faudra adopter un SMK différent. Maintenant, le temps de gestion. Eh bien, la largeur de cette bande est définie par la distance entre la ligne de la frontière et évidemment une ligne parallèle à cette ligne qui est calculée en multipliant le SMK par le MT, considérant donc la direction prédominante de l'écoulement de l'eau. Et donc, il faut considérer aussi les variabilités lithologiques et les difficultés techniques. Donc, dans l'acquisition d'un donné de cas pour l'ensemble de la frontière, l'écoulement de l'eau entre les pays doit être considéré. Alors maintenant, il faut dire que dépendant, en fonction de la taille et de la forme de cette zone d'aquifère, l'hypothèse la plus défavorable pour la largeur serait celle où la ligne qui définit la frontière coïncide avec le point le plus éloigné de l'aquifère, donc qui se trouve à la frontière. Et donc, à ce moment-là, la totalité de l'aquifère dans son territoire est en effet transfrontalier. Alors, vous pouvez voir ici les différentes inclinations de ces lignes, mais néanmoins, on a donc des lignes parallèles dans leur mouvement. Alors, le problème la gestion de l'aquifère est d'une part la disponibilité de données qui soient démographiques, économiques, sociales et environnementales et fiables et qui soient donc directement reliées à cette situation. Cette information n'est pas disponible de façon systématique et ça n'est simplement disponible que dans des formats difficiles à utiliser. Sa production, qui est souvent très chère, nécessite des révisions périodiques et peut être obtenue et prend du temps pour être obtenue. D'autre part, la plupart des pays ont beaucoup de cette information présentée dans leur recensement national, collectée par des comtés administratifs assez petits, et considérant que la division politique respective, donc État, province, municipalité, district, existe. Et d'autre part, le FMS va permettre l'incorporation de données de recensement qui influencent directement ou indirectement la mise en œuvre des activités développées par le PTS. Alors, lorsque le pays a des différences significatives dans les divisions administratives nationales, bien cela entraîne l'application d'une méthodologie qui n'est pas pratique pour la totalité de la région. Et donc, il y a des alternatives. L'accord qui doit s'appliquer au niveau des pays où il est faisable de le faire, considérant donc la coïncidence entre les limites PTS et FMS en utilisant les données disponibles qui se réfèrent à ces régions PTS respectives. Et puis dans certains cas, dans certains pays, il est mieux d'utiliser une uniformité générale. Elle peut être faite à partir de tous les FMS et PTS qui puissent à ce moment-là coïncider et adopter l'une avec l'autre en essayant de choisir la largeur la plus importante. PTS and FMS containing their limits and the different possibilities of physical interaction among their areas. Entre les différents systèmes.
In this Alors, vous figure, pouvez a voir transband ici aquifer system qu'il shared y by a donc un aquifère qui areas est partagé entre deux pays. Vous avez la different physical frontière en situation of rouge et vous avez une situation difficile d'interaction country units, and entre les régions the donc, FMS PTS. area Vous can be voyez seen bien que in là, la which include FMS, la région de la ligne, de la bande de gestion à la interior frontière, or a pu être dessinée. as countries may have significant difference in their Il y a des respective différences considérables dans les unities, deux those parties, related en to particulier des deux pays, en areas. particulier quand on pense It's à only for those where la the other surface equal des deux assumed parties, de l'autre part et d'autre de if the la PTS frontière. the longest on using the respective data available for them. I will summarize some Alors, je conclusions. vais résumer un certain nombre de conclusions. La mise en œuvre Where the des action PTS et de leur or efficacité eh bien, effects can make peut understanding fait que for l'on legal peut agreement avoir des facilitate accords the juridiques qui facilitent la of the tâche transband du aquifers. gouvernement et d'autre part la résilience de la gestion des FMS aquifères. would facilitate this Alors, la that may FMS permet de faciliter la collecte de in de it données qui soient systématiques et fiables. contributes to the Il consistency contribue à la cohérence other qui est public nécessaire et qui donc peut être apportée par legal and d'autres sources. Et l'on peut dire qu'il faut une harmonisation de ces données, notamment quand l'on to pense à la responsabilité. local En tout cas, stakeholders cela peut the implementation faciliter of la local participation de parties prenantes locales et donc responsables de la gestion des ressources en eau, ainsi que la formation time is d'organisations de gestion the régionale. factor of Alors, management of transband donc, la plupart relevant des données utilisées pour caractériser le FMS date nous possible change. permet d'avoir des outils Finally, this methodology eh bien, tiennent compte to be accessed des changements. Alors, cette and méthodologie peut être tout à fait the cohérente adoption of et more peu chère conservative et intéressante pour les gestionnaires. could be Alors, optimized cette méthode in pourrait terms être of optimisée et permettrait to donc increase however agir en tant account que the de transband technologie. aquifer system Néanmoins, les systèmes only if they d'aquifères, are located in that s'ils sont convenient localisés to dans certains analyze pays, how il much est intéressant de voir will combien improve the de cette ratio for incorporation est possible, de incorporation de données dans le système this pour was permettre la gestion. have any question Alors, si please vous avez write des questions, eh bien, vous pouvez me écrire ou mettre vos questions dans le chat. Merci de votre attention. Yes, now I'm unmuted. Yes, okay, thank you for Merci, this. merci d'avoir donc repris ce que vous aviez dit à la dernière conférence et suivi, parce que comme ça, on a une continuité dans vos propos. Alors, je voudrais maintenant passer aux questions. On a des commentaires dans le chat. On a aussi des commentaires de Gabriel. Je ne sais pas si les participants peuvent le voir. Est-ce que les participants peuvent voir les commentaires et les questions? Est-ce que quelqu'un de l'UNESCO peut me dire? L'information que nous avons, c'est qu'une fois que les questions ont eu réponse, alors les participants pourront les voir. Mais si vous voulez, je peux les copier et les mettre dans le chat. Nous avons un commentaire sur la gestion locale
des aquifères transfrontaliers, comme par exemple celui de Rouen-Roigny. Et dans les sessions de ce matin, on a eu donc des présentations sur la gestion locale des aquifères. Peut-être que chacun d'entre vous, et Gabriel, vous avez aussi fait un commentaire sur cela, est-ce que vous pouvez apporter une réponse? Donc, me donner une réponse sur la gestion locale dans un contexte d'aquifères frontaliers et notamment sur les effets que cela peut avoir. Alors évidemment, tout demande, eh bien, si vous pouvez, chacun d'entre vous, me donner vos idées, vos réflexions sur ce sujet qui commence à avoir de plus en plus d'attention et plutôt que de s'intéresser simplement à la totalité de l'aquifère. Donc, d'abord, les femmes. Donc, Catherine, puisque vous êtes la première femme à avoir pris la parole, donnez-moi vos réflexions. Si vous pouviez parler pendant 2 minutes et ensuite on passe à une autre question. Merci beaucoup. Moi, je dirais qu'il y a 2 modèles possibles, en particulier se concentrant sur les hotspots et qui donc pourrait apporter une réponse. Un des modèles serait de créer une entité consultative et qui pourrait eh bien, être sous l'autorité des autorités locales. Et là, à ce moment-là, il pourrait y avoir un conseil consultatif avec une commission. Et le deuxième, eh bien, c'est de choisir des hotspots, c'est-à-dire ces zones protégées. Donc, ça veut dire de poursuivre donc la gestion par l'État souverain. Mais moi, je préférerais quand même la solution d'une commission qui vraiment serait là pour protéger les zones et ça ferait intervenir forcément des autorités locales, mais aussi des autochtones et des utilisateurs de l'eau dans ces régions-là. Merci. Pilar? Il faut allumer votre micro. Alors oui, l'idée des hotspots est intéressante, mais on a donc des accords locaux, comme par exemple des accords diplomatiques, qui n'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Le premier accord a lieu en fait, eh bien, de l'aquifère de Genève, qui a été une initiative diplomatique entre la France et la Suisse, donc un accord de Genève, et c'est ça, c'est une possibilité. On pourrait d'ailleurs l'utiliser dans le cas de l'aquifère de Guarani. Et puis, il y a d'autres options, à savoir l'article 14 de l'accord sur l'identification des zones qui ouvre la possibilité d'identifier des zones protégées et avoir des règles particulières pour ces hotspots. Et donc, si vous arrivez à obtenir cela, eh bien, rien n'empêchera un État de faire un accord spécifique. Dans le cas, par exemple, de la rivière Santana, eh bien, il y a possibilité de faire un accord donc au niveau local ou alors à l'intérieur dans le cadre d'un accord qui existe déjà. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait une commission, que la commission décide de quelles sont ces zones critiques et donc, ou alors il faut un autre accord qui soit spécifique sur cet aquifère en particulier. Et on peut analyser les cas
le bassin, on a un accord général et on a aussi des accords particuliers pour d'autres parties du basin et pourquoi pas le faire avec les aquifères. Donc, vous aurez un accord spécifique pour une zone spécifique de l'Uguarani. Julio, puisque vous êtes le dernier intervenant, est-ce que vous auriez un commentaire à apporter ou une réponse à nous faire sur ce sujet? Nous ne vous entendons pas. Le son ne nous parvient pas. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Concernant la question de la gestion des eaux de surface, la question la plus importante, c'est l'information. Il y a d'autres questions aussi qui se posent, mais l'information, c'est central. On ne peut rien faire si on ne sait pas, si on n'est pas au courant. Ces informations s'avèrent plus onéreuses, donc les eaux souterraines, ça coûte plus cher de recueillir des informations que pour les eaux de surface. Donc, il peut y avoir une bande de terre où on peut concentrer son attention et si c'est dans une zone transfrontalière, on peut se concentrer là-dessus. C'est ce qui s'est passé avec l'accord sur l'aquifère Guarani pendant la phase de négociation, c'est que, et c'est Pilar qui l'a dit, à savoir le lieu peut se situer à 200-400 km de la frontière, donc c'est difficile de convaincre un pays de réglementer toutes ces zones parce qu'on peut être loin de la frontière. Et donc, l'information, c'est très important. Au début du projet, intéressant parce que nous n'étions pas sûrs à 100% que l'aquifère de Guarani concernait l'Argentine. Nous ne savions pas quelle proportion pouvait concerner l'Argentine. Et donc, l'information, c'est capital. Ensuite, il faut optimiser la zone sur laquelle on va se concentrer et on va investir pour avoir des informations. Dans le cas de petits aquifères, c'est moins problématique, mais pour un très grand aquifère, c'est un facteur clé pour ainsi faciliter un accord entre les pays. Merci, Julio. René, avez-vous un commentaire à faire sur ce point concernant le financement de cette gestion au niveau local? Merci de m'avoir invité à participer. C'est un défi. C'est un défi en réalité. Et pour moi, la clé, c'est d'essayer d'être le plus concret, réel que possible. Parce que de la théorie à la pratique, il y a souvent un fossé. Par conséquent, et d'ailleurs, les pratiques peuvent varier selon les époques. Donc, je crois que quand on est dans la phase de pratique, il faut
faire tout un travail d'analyse des différences, etc. Donc, ça va se faire au cas par cas. Et c'est un très grand défi, comme je vous le disais, de parvenir à ça. Et ça ne peut se faire qu'au cas par cas, je le répète. Merci, Gabriel. Vous avez ouvert votre micro ou parce que vous êtes le dernier qui va nous en parler. Merci, oui. J'ai mis des commentaires dans le chat. Et les panélistes peuvent les voir. Ce qui est important, c'est ce que Pilar a dit, Catherine a dit également concernant les points chauds, les hotspots, les priorités. Nous, en tant qu'avocats, géologues, ingénieurs ou autres, on examine la géographie de l'aquifère et les transfrontaliers. On voit bien qu'il y a une frontière. Mais, et Pilar l'a dit aussi, c'est dans certaines régions, et il n'y a pas d'impact de l'aquifère. L'impact d'un effet transfrontalier n'est pas réaliste, ou alors il y a des situations où, du fait de la situation économique, climatique de la région, le niveau des précipitations, la communauté, le gouvernement ne s'en soucie pas parce que quelqu'un a écrit un article ou un livre sur ce sujet. On a parlé de transfrontiérité, c'est-à-dire le concept de ce qui est transfrontière. Parce qu'on dit oui, ça existe sur le plan géographique, mais économiquement, ça n'a pas d'impact parce que personne ne considère que c'est important ou que même physiquement, l'impact de cet aspect transfrontière va être minime ou quasi nul. Donc, ça dépend du point de vue de la perspective, mais c'est intéressant de voir ces hotspots, par exemple, ces points chauds, sous des angles différents. Oui, c'est pas facile cette question. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question, étant moi-même juriste. Je ne sais pas dans les autres pays, mais en Europe, en France, par exemple, les communautés frontalières, jusqu'à récemment, n'avaient pas le droit de signer un accord. Il fallait que ça passe par l'État. Et il y a eu d'abord le premier cas avec la Suisse, et puis ensuite, il y a eu l'accord européen qui disait que les populations riveraines limitrophes pouvaient signer un accord entre elles. Mais les villes limitrophes, riveraines, les autorités locales n'ont pas toujours le pouvoir de signer quoi que ce soit. Donc, cet accord, je dirais, générique ou cadre, peut permettre de fournir un modèle pour signer peut-être des accords plus petits, plus réduits. Gabriel, pour clore, il faut faire le distinguo entre accord et arrangement, car ces villes limitrophes peuvent effectivement trouver un arrangement qui ne soit pas contraignant, mais ils ont un accord. Oui, tout dépend de la situation juridique de ces villes. Et ça, c'est tout un autre débat, à savoir la notion de la différence entre accord et arrangement. Ça serait un tout autre débat. Je donne 1 minute par orateur parce que la journée a été très longue pour toutes les équipes de l'UNESCO. Donc, en conclusion, je donne 1 minute à chacun pour clore. Catherine, si vous voulez bien clore cette session avec un petit commentaire assez court. Il nous faut, pour ces eaux souterraines, des règles. Il faut impliquer les sociétés, les politiques, parce que sinon, on va avoir des tonnes de données, mais les données ne produisent pas de la gouvernance. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est de la gouvernance.
Et il nous faut pour cela des personnes qui comprennent que les aquifères, ça existe, que le Guarani existe. Et les gens continuent à pomper dedans et l'utiliser comme si c'était le plus grand espace au monde et que ça ne posait pas de problème. Donc, implication des citoyens et des gouvernements, évidemment. Julio. Comme je l'ai dit, c'est l'information qui est capitale. Il faut avoir des données, des informations pour avoir quelque chose qui soit vraiment clair. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Parce que sinon, sans ces données, on ne peut pas signer. Il ne faut pas signer. Parce qu'ensuite, il y aura des problèmes de souveraineté qui seront soulevés, etc. Donc, je crois que plus il y aura d'informations, plus ça facilitera les accords entre pays. Merci René. Moi, 3 points, si vous voulez bien. Tout d'abord, tout ça, c'est de nature collaborative basée sur les faits. Deuxièmement, il faut des objectifs communs entre pays, entre communautés. Et troisième point, il faut agir et gérer au niveau local. Il faut gérer ces eaux souterraines au niveau local. Il faut parler local, information locale, prise de décision locale, et ceci afin de favoriser le plus possible la gestion locale des eaux souterraines ou des nappes phréatiques. Gabriel. Alors, aquifères transfrontaliers au niveau national, comme l'ont dit René, Pilar, et il faut des acteurs locaux, une participation locale, et il faut voir que l'impact, il est toujours local. Donc, le processus de décision, il doit être local. La participation doit être locale. En tout cas, faire partie de tout traité, de tout arrangement et de toute forme de coopération. Merci à toutes et tous de cette séance très riche qui met un point d'orgue à cette journée fort riche d'informations, d'enseignements. Merci à l'UNESCO, merci à tout le monde. Bonne soirée à toutes et tous. Au revoir.